Oui, ça y est, c'est rouge. Ça tourne. Et en vrai, je me suis jamais posé la question pourquoi c'était si important le changement climatique, parce que c'était toujours un sujet que je considérais important, mais je sais pas pourquoi en fait. Du coup, je me suis jamais vraiment posé cette question. Inès, Blage, Emma et Robin sont étudiants à l'École normale supérieure à Paris. Ensemble, ils s'interrogent sur la crise environnementale. Dès demain. Incendies, pics de chaleur, inondations à répétition, sécheresse, fonte des glaciers et éco-anxiété généralisée, les effets du réchauffement climatique sont au cœur de l'actualité. Depuis 1988, le GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, tire la sonnette d'alarme. Dans son dernier rapport, le 6e, ses conclusions sont sans détour. Le réchauffement climatique est sans précédent depuis 2000 ans. Les choix que nous allons faire dans les années à venir vont avoir des impacts très forts sur le futur. Pour bien comprendre ces bouleversements qui sont en cours aujourd'hui, on s'intéresse au climat, à ce système complexe et à son évolution future. Premier épisode, demain, le climat d'après. Bonjour Emma. Bonjour. Bonjour Robin. Bonjour. Et Jean Jouzel, bonjour. Bonjour à tous les trois. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes très heureux que ce soit vous qui ouvriez le bal de cette série de podcasts. Aujourd'hui, nous sommes donc avec Robin et Emma. Jean Jouzel, vous êtes paléoclimatologue, directeur de recherche émérite au CEA. Vous avez été vice-président du conseil scientifique du GIEC. Vous êtes intervenu auprès des plus grands décideurs politiques pour défendre le climat. Vous avez à cœur la vulgarisation scientifique et on vous doit l'ouvrage « Climat, parlons vrai », publié aux éditions Les Pérégrines en 2020. Jean Jouzel, je me permets de vous poser cette première question. Comment est-on certain que le climat se réchauffe et comment cela a-t-il été prouvé ? Alors, pour prouver que le climat se réchauffe, il faut être capable de regarder la façon dont il a évolué au cours des dernières décennies, des derniers siècles. Alors, nous avons des données de thermomètres fiables depuis la deuxième partie du 19e siècle. Je dirais, on a surtout des données sur l'ensemble de la planète. On peut estimer une température moyenne de l'atmosphère depuis le début du XXe siècle. Et cette température moyenne a augmenté de 1 degré, à peu près un peu plus. Donc, cette température moyenne, par exemple, si on regarde les dernières années, les 7 dernières années seront les plus chaudes que nous ayons connues depuis à peu près 150 ans. Mais ce n'est pas suffisant, effectivement. On a aussi, c'est le métier de paléoclimatologue, c'est aussi intéressant de regarder plus loin dans le temps, au-delà de cette période sur laquelle nous disposons de mesures avec des thermomètres. On peut regarder l'évolution du climat au cours du dernier millénaire, au cours des derniers 100 000 ans, des derniers millions d'années. Et en fait, ça nous apporte des informations intéressantes vis-à-vis de l'évolution future de notre climat. Oui, c'est-à-dire que c'est vraiment en étudiant le climat du passé qu'on peut comprendre le climat d'aujourd'hui et peut-être le projeter. Moi, c'est ce qui m'a intéressé, c'est-à-dire en quoi l'étude des climats passés apporte des informations, je dirais, qui sont intéressantes pour son évolution future. Je vais donner 2 exemples. J'ai eu la chance d'être associé à la découverte du lien entre gaz à effet de serre et climat, au dernier maximum glaciaire, les teneurs en gaz carbonique, en méthane, en gaz à effet de serre. L'effet de serre était moins important qu'aujourd'hui. C'est intéressant parce que c'était la première fois que nous montrions ce lien sur notre planète entre effet de serre et climat. Nous en parlions, mais vraiment le montrer qu'il a fonctionné sur notre planète a été quelque chose d'important. Mais le cri d'alerte des scientifiques a été porté à cette époque par les modélisateurs du climat. Parce que ce que nous disaient déjà les modélisateurs du climat, c'est que si nous doublions la quantité de gaz carbonique dans l'atmosphère, ce qui à l'époque était prévu pour le milieu du XXIe siècle, malheureusement ça reste possible, nous irions vers des réchauffements importants. Et d'ailleurs, cette année, le pionnier, Suki Manabe, a été récompensé du prix Nobel de physique. C'est assez intéressant. Donc, ça montre la confiance accordée dans cette
modélisation. Donc oui, on peut modéliser l'évolution du climat. Il est d'ailleurs très intéressant de constater que ce que nous vivons aujourd'hui, eh bien, c'est ce que les modélisateurs du climat avaient envisagé au cours depuis maintenant 50 ans, depuis le rapport Charnay en 79 ou 40 ans, disons. Donc, en termes, ce que vous avez cité, d'intensification des événements extrêmes, par exemple, c'était prévu depuis une vingtaine d'années. La communauté scientifique mondiale multiplie les alertes depuis 40 ans. L'impact de l'homme sur la nature est tel que nous serions entrés dans une nouvelle époque de l'histoire de la Terre. Une nouvelle époque géologique. Et changer d'époque géologique, c'est peu fréquent. Celle dans laquelle nous vivions jusqu'ici, l'Holocène, a commencé à la fin de la dernière période glaciaire il y a 11 700 ans. Cette nouvelle époque a déjà engendré des milliers de publications scientifiques. Les stratigraphes de l'Union internationale des sciences géologiques ont proposé un terme pour la nommer. L'Anthropocène, c'est-à-dire l'âge de l'homme. Voici une définition de ce qu'est l'Anthropocène, dont on entend beaucoup parler, avec cet extrait du documentaire « L'homme a mangé la Terre » de Jean-Robert Vialet en 2019. Jean Jouzel, comment est-ce possible que l'humain puisse être responsable du changement climatique ? Eh bien, parce que, par nos activités, nous modifions la composition de l'atmosphère. Qu'est-ce qui est important pour le climat et l'atmosphère ? Toute une série de composés, on appelle ça les gaz à effet de serre, ils ont une propriété relativement simple, c'est-à-dire qu'ils piègent une partie du rayonnement solaire une fois qu'il a été réfléchi à la surface de la planète. Donc on comprend bien que plus il y a de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, plus il va y avoir d'énergie piégée dans l'atmosphère, dont une grande partie d'ailleurs va dans l'océan par la suite. C'est ce que nous avons fait. Le premier gaz à effet de serre, c'est la vapeur d'eau, mais nous ne jouons pas directement sur la quantité de vapeur d'eau dans l'atmosphère. Ce n'est pas le cas pour ce qu'on appelle le gaz carbonique, le dioxyde de carbone. C'est à chaque fois qu'on brûle du pétrole, du gaz, du charbon, mais aussi du bois, de la déforestation, qu'on fabrique du ciment, et puis aussi du méthane, du protoxyde d'azote, toute une série de composés. En fait, tous les gaz dans l'atmosphère qui ont plus de 2 atomes, disons, commencent à vibrer et sont en pratique à effet de serre. Donc, à part l'azote, l'oxygène et les gaz rares, tous ces composés gazeux de l'atmosphère, si on en modifie la composition, c'est ce que nous avons fait, eh bien, ça va avoir une influence sur notre climat. Comme vous l'avez évoqué préalablement, le réchauffement climatique est d'influence humaine, c'est très clair là-dessus. Mais comment a-t-on fait pour prouver ça ? D'abord, ça a pris du temps pour prouver cette question du rôle disons qu'on peut poser de cette façon. On sait qu'il y a une variabilité naturelle du climat. Le climat a toujours changé. Il y a des causes naturelles de variation du climat. Et la question qui a été posée au GIEC de façon récurrente, eh bien, c'est est-ce que vous êtes capable de nous dire quelle est la partie liée aux activités humaines, quelle est la partie d'origine naturelle ? Et en fait, nous étions très prudents dans le premier rapport. On ne sait pas. Dans le second rapport, peut-être, probablement, très probablement dans le 4e rapport, plus de 90 chances sur 100, extrêmement probable dans le 5e, et dans ce 6e rapport, publié, adopté le 9 août dernier, le 9 août 21, eh bien, c'est sans équivoque. Nous sommes certains que le réchauffement climatique est lié aux activités humaines. Comment ? Eh bien, par exemple, un indice très fort de ce lien entre réchauffement climatique et activité humaine, c'est le fait que l'essentiel de cette chaleur supplémentaire que j'ai évoquée va dans l'océan. Et en fait, l'océan se dilate et ça provoque une élévation du niveau de la mer qui est aussi largement liée à la fonte des glaces. Donc, il y a une accélération de l'élévation du niveau de la mer qui est un indice depuis, disons qu'il y a un indice très clair de l'influence des activités humaines sur le climat. On attribue également l'intensification des vagues de chaleur aux activités humaines, donc pas simplement la valeur moyenne. Il faut voir que la valeur moyenne, 1 degré, on a le sentiment que c'est pas grand-chose, mais c'est un peu, et c'est souvent l'image évoquée par beaucoup de mes collègues, c'est un peu comme notre organisme. 1 degré de plus, disons 37 degrés, c'est bien, 38, on commence à se sentir un peu moins bien, 39, beaucoup moins bien, 40, beaucoup moins bien.
Donc, disons, cette Terre, eh bien, elle est très sensible à un changement de 1 degré. On voit bien que cette élévation de température de 1 degré, entièrement due aux activités humaines, eh bien, se traduit, est accompagnée aussi de beaucoup d'autres événements. Oui, mais justement, comment cet effet de fièvre que vous décrivez, comment cet effet de fièvre, comment le lien précisément a été fait entre les activités humaines et cette fièvre montante? Donc, il faut être capable de séparer ce qui est lié aux activités humaines, ce qui est d'origine naturelle. Et ça, les modélisateurs savent le faire. Voilà. Et donc, les modélisateurs font toute une série de simulations dans lesquelles rien ne change dans l'atmosphère, simplement une variabilité naturelle, donc qui existe. Et puis, d'autres simulations dans lesquelles, eh bien, on connaît l'évolution des gaz à effet de serre. On dit au modèle, voilà, suivez ce qui s'est passé sur cette planète. Et on constate que la seule façon d'expliquer le réchauffement, au moins depuis la deuxième partie du XXe siècle, eh bien, c'est de tenir compte de la variation de la composition de l'atmosphère, de cette augmentation. Disons, il y a pratiquement 50% de plus de gaz carbonique qu'il y a 150 ans, plus que doublé en méthane. Donc, quand on tient compte de cette évolution, eh bien, effectivement, on explique le réchauffement. Et c'est la façon, vraiment, c'est à la fois en comparant les modèles et les données. C'est ça qui est important. Vous l'avez évoqué, les paléoclimatologues ont montré que le climat avait changé de nombreuses fois au cours des derniers millions d'années. Alors pourquoi l'actuel changement climatique serait-il plus préoccupant que les précédents ? Alors il est plus préoccupant d'ailleurs pour une façon toute simple, c'est qu'il y a beaucoup de monde sur cette planète et effectivement, je vais prendre un exemple. Eh bien, si on prend l'élévation du niveau de la mer, qui risque d'être un problème à échéance de la fin du XXe siècle, bon, si c'était arrivé dans la précédente période chaude, il y a 100 000 ans, il n'y avait pas beaucoup de monde. Donc voilà, maintenant, nos villes se sont construites juste au niveau de la mer. Donc il y a des villes très fragiles par rapport à l'élévation du niveau de la mer. Là, en moins de 100 ans, nous avons changé le réchauffement climatique de 1 degré. C'est important, ça n'a jamais été aussi rapide, au moins au cours des 10 000 dernières années. Ça a été peut-être plus rapide dans des périodes plus anciennes, mais de façon locale, régionale, pas à l'échelle planétaire probablement. Donc la rapidité du changement climatique fait qu'on n'a pas de capacité d'adaptation. On voit bien que nous sommes collectivement assez adaptés au climat dans lequel nous vivons, mais le modifier de façon rapide, quelle que soit la région, l'adaptation sera difficile, surtout si on s'éloigne de cet objectif de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré par rapport à ce qu'il était il y a une centaine d'années ou 150 ans. Qui est à l'appareil ? Terry Robson. Pardon de vous appeler si tôt. Non, professeur, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'il y a ? Eh bien, nous avons fait une découverte extraordinaire. Oui, extraordinaire et inquiétante, à vrai dire. Vous vous souvenez de votre intervention à New Delhi sur la fonte de la calotte polaire qui pourrait perturber le courant Atlantique Nord ? Oui. Eh bien, je crois que c'est ce qui se passe. Quoi ? Comment ça ? Une de nos bouées météo a enregistré une chute de 13 degrés de la température en surface l'autre jour. Je vous ai envoyé un email. Attendez. On a d'abord pensé à un dysfonctionnement, mais 4 autres bouées réparties dans l'Atlantique Nord indiquent la même chose. C'est incroyable. Vous aviez prédit tous ces événements. Oui, mais pas à l'échelle d'une vie d'homme, c'est trop rapide. Personne ne dispose de modèles météo de près ou de loin capables d'étudier ce genre de scénario, si ce n'est vous. Mon modèle est la reproduction d'un changement climatique à la préhistoire. C'est pas un modèle météo. C'est ce que nous avons de plus proche. Rien de tout cela ne s'est encore jamais produit dans l'histoire. En tout cas, pas dans les 10 derniers millénaires. Donc ce film, le jour d'après, effectivement. Exactement. Pas dans les derniers millénaires, mais il y a eu des variations climatiques rapides. Eh bien, il y a 11 700 ans. Il y a aussi
évidemment tout au long de la dernière période glaciaire et des précédentes. Oui, donc ça a bien existé. Ce fameux film, le jour d'après de Roman Emmerich en 2004. Donc c'est un film scientifiquement quand même très approximatif, mais qui néanmoins... Non, les 5 premières minutes sont exactes. C'est un forage dans une... Voilà, la suite donc on voit des discutable. vrais scientifiques, mais après... La suite est discutable. Voilà. En tout cas, ça cristallise une crainte collective. Nous serions face à une catastrophe imminente. Alors concrètement, on l'a évoqué, mais quelles sont les conséquences et les risques de cette hausse des températures, Jean Jouzel? Oui, peut-être évoquer rapidement, parce que j'ai eu la chance de participer à cette découverte de variations climatiques rapides dans les glaces du Groenland. J'étais au Groenland en 91, 92, et effectivement, de cela est née la notion de surprise climatique. Il y a eu effectivement dans ces régions, alors disons surtout autour de l'Atlantique Nord, des variations extrêmement rapides, et c'est tout à fait exact, disons à l'échelle d'une vie humaine, même beaucoup moins, des changements, des réchauffements de jusqu'à 15 degrés au Groenland en quelques dizaines d'années, ou peut-être moins, et des changements de quantité de précipitations multipliés par 3. Donc l'explication, c'est une combinaison de changements de la circulation océanique qui est évoquée là, mais aussi de la circulation atmosphérique. Tout s'est modifié très rapidement, très probablement à cause d'arrivées massives d'eau douce dans l'océan, voilà, donc liées à la débâcle de glace. Alors, on a évoqué, disons, ces instabilités enregistrées, disons, vraiment... qui ont vraiment marqué les variations, disons, notre passé du climat, nous a amené à réfléchir collectivement à la possibilité d'instabilité. Et il y a effectivement des risques de modification de la circulation océanique dans un futur, mais probablement pas très proche, parce qu'il y a aussi de l'eau douce supplémentaire qui arrive dans l'Atlantique Nord et qui modifie la circulation océanique. Par exemple, tout simplement, le Groenland contribue, c'est de la glace du Groenland qui chaque année va dans l'océan. C'est l'équivalent de milliards de mètres cubes de glace qui vont dans l'océan chaque année. Et pour revenir à ce que vous aviez dit un petit peu plus tôt, donc il y aurait non seulement une augmentation du nombre de phénomènes météorologiques extrêmes, mais aussi une intensification? Oui, ça dépend. Par exemple, je vais prendre le cas des vagues de chaleur. Eh bien, une vague de chaleur qui arrivait, qui survenait, disons, il y a une centaine d'années, une fois tous les 10 ans en moyenne, dans un climat à plus 4 degrés, surviendrait tous les ans pratiquement. Donc, on voit bien, on change vraiment de monde. Ça peut être des vagues de chaleur plus longues, plus fréquentes, dans des régions où on n'a pas l'habitude qu'elles surviennent. Ça a été le cas, par exemple, donc au début de cet été 2021, en Colombie-Britannique, des températures proches de 50 degrés. Nous pourrions, dans un climat à plus 3, plus 4 degrés, avoir des températures qui flirtent avec les 50 degrés en France, de façon très ponctuelle et à la fois dans l'espace et dans le temps. Et les pluies torrentielles aussi, c'est quelque chose qui est vraiment lié à l'augmentation de la quantité de vapeur d'eau dans les nuages et qui va s'accélérer. Donc c'est plus intense, ça peut être plus long, plus fréquent. Par exemple, mais un autre exemple, un contre-exemple peut-être, pour les cyclones, on pense à une intensification des cyclones plus violents, mais peut-être moins de cyclones. Alors ça dépend des régions. Quand je me retrouve sur une autoroute avec des voitures tout autour de moi, je me dis mais le parc automobile mondial doit être énorme. Par exemple, c'est un sentiment qui m'angoisse. Un exemple concret peut-être, parce que moi je viens d'un village dans les Alpes et ce que j'ai vraiment remarqué, c'est qu'il y avait de moins en moins de neige par exemple. Et ça c'est vraiment un truc que tu vois, que tu remarques, parce que c'est aussi un truc assez important dans les montagnes. Moi, c'est vraiment ce qui m'angoisse là-dedans. On pourrait dire c'est vraiment les changements sociaux. Comment est-ce que ça va affecter, de se dire mais toutes les personnes qui vivent sur le littoral, etc. Mais comment ça va se passer pour eux, comment tout bêtement, mais comment ma famille va être affectée, tous les pays méditerranéens, comment ça va se passer. Dans une conférence, vous avez déclaré « Beaucoup de gens pensent que ce que nous vivons aujourd'hui, c'est le réchauffement climatique. Ça n'a rien à voir en réalité. Ce ne sont que les prémices. Un monde à plus 4 degrés n'a rien à voir avec le monde que l'on connaît. » Bien sûr, et ça reste vrai. Disons, déjà, vous voyez, 1 degré supplémentaire, c'est déjà un climat dont nous percevons qu'il s'est modifié. Je dirais, alors vous êtes jeune, donc, mais
à l'échelle de ma génération, je vous assure que les hivers des années 50 et 60, quand j'étais jeune, étaient différents de ceux d'aujourd'hui. Il y avait en France, en fait, par rapport aux années 50-60, plus d'1 degré de différence par rapport à aujourd'hui. Et c'est perceptible. C'est perceptible, donc que les gens acceptent le message des scientifiques, le climat se modifie. Beaucoup acceptent même l'idée que nous en sommes à l'origine, pas tout le monde. Mais voilà, plus 4 degrés, c'est un monde complètement différent. Effectivement, quand on passe de vagues de chaleur, eh bien là, elles deviennent un peu plus fréquentes, mais je dis, ça arriverait tous les étés. Donc c'est un autre monde. Les pluies torrentielles, ça arriverait 3 fois plus fréquemment qu'elles arrivaient il y a une 50aine d'années. Donc c'est un monde complètement différent. C'est vraiment un monde différent, plus 4 degrés, qu'on a du mal à imaginer, que j'ai moi-même du mal à imaginer. On entend souvent aussi parler de limites planétaires et de points de bascule. Qu'est-ce que c'est concrètement ? Alors, limites planétaires, bien sûr. Je pense que c'est important d'abord de voir qu'il n'y a pas que le climat dont nous devons nous soucier. C'est un des éléments, disons, de cet ensemble de problèmes environnementaux auxquels votre génération fera face. Et alors, ça touche par exemple la perte de biodiversité, mais par exemple le cycle de l'azote, tous les cycles liés à les ressources en eau, les cycles liés à l'azote, au phosphore, sont aussi certaines matières premières. Donc il y a ces limites planétaires, il y a 9 limites planétaires, ça dépend comment elles sont définies, mais si on les dépasse, eh bien, effectivement, on commence à rentrer dans une zone assez dangereuse. C'est le cas du climat, c'est le cas de la perte de biodiversité, c'est le cas des ressources en eau, ça peut être le cas de la pollution également. Alors, ce qu'on appelle les tipping points, c'est cette idée qu'il y a des points de non-retour. C'est le cas, par exemple, disons que le Groenland qui commence à fondre, si cette fonte s'accélère, le Groenland ne reviendra jamais là, se reformer, même si ça se refroidissait, ça prendrait beaucoup de temps. Donc c'est pratiquement irréversible. C'est ça les tipping points. L'élévation du niveau de la mer ne s'arrêtera jamais. Donc on voit bien qu'il y a des limites à ne pas dépasser si on veut garder, notre monde le plus proche de celui d'aujourd'hui auquel nous sommes adaptés. Nous voici maintenant à la croisée des chemins. 2 routes s'offrent à nous, mais elles ne sont pas également belles, comme dans le poème classique de Robert Frost. Celle qui prolonge la voie, que nous avons déjà trop longtemps suivie, est facile, trompeusement aisée. C'est une autoroute où toutes les vitesses sont permises, mais qui mène droit au désastre. L'autre, le chemin moins battu, nous offre notre unique chance d'atteindre une destination qui garantit la préservation de notre terre. J'écoutais Cyril Dion hier soir et il a repris cet exemple. C'est pas simplement, disons, nos trajectoires, c'est pas simplement rester sur le chemin sur lequel nous sommes, c'est changer de chemin. Donc c'est un peu l'idée. J'écoutais Cyril Dion hier et c'est vraiment ce qu'il a repris comme image. Oui, mais je ne sais pas de qui est le texte. Alors c'est un extrait tiré du livre Le Printemps silencieux de la biologiste Rachel Carson, en 62. Déjà. Donc il y a l'un des top départs du pionnière. mouvement. Le mouvement écologiste est parti en partie avec ce livre. Alors aujourd'hui, on entend qu'il est encore possible de limiter le réchauffement climatique, qu'il faut limiter les émissions de gaz à effet de serre, que chaque tonne de CO2 est une fraction supplémentaire de température. Mais nous 4, autour de cette table, que peut-on faire, Jean Jouzel ? Que peut-on faire ? Alors, disons, on peut, je crois, on a des choses à faire dans notre vie de tous les jours. J'aime bien reprendre la démarche des 150 citoyens qui ont réfléchi à ce qui pourrait être fait des propositions dans des domaines qui nous concernent tous les jours. Se loger, se déplacer, se nourrir. C'est en France plus de la moitié de nos émissions de gaz à effet de serre et on voit bien que nos choix de déplacement, nos choix d'alimentation, nos choix chez nous de logement, de faire ou non attention à l'utilisation d'énergie, d'électricité, ça peut jouer. Ce sont ce qu'on appelle les petits gestes, c'est loin d'être négligeable. On a aussi, je crois, disons, il faut qu'il y ait une certaine continuité entre nos choix personnels, bien sûr dans cette vie de tous les jours, mais aussi dans nos activités professionnelles. Je dis souvent qu'il n'y a pas un secteur d'activité qui puisse se dire « le réchauffement climatique, ce n'est pas mon affaire ». C'est-à-dire que, quel que soit le choix, en particulier pour les jeunes, que vous ferez dans votre vie professionnelle, je suis convaincu que vous aurez des moyens de contribuer aussi dans votre vie professionnelle, et ça c'est très important, à la lutte contre le réchauffement climatique, en ayant de l'inventivité, donc c'est aussi, la recherche est importante évidemment. Donc c'est tout cela, et c'est un peu cette continuité entre vie, disons, votre vie
privée et votre vie professionnelle qui serait un garant d'une véritable lutte contre le réchauffement climatique. Donc aujourd'hui, concrètement, qu'est-ce qui est à la portée en fait des jeunes générations ? Alors, qu'est-ce qui est à la portée des jeunes générations ? Eh bien, je pense que les déplacements, c'est important. On voit bien là les choix qui peuvent être faits entre les mobilités douces, les transports en commun. Disons, quand on parle de sobriété, je dirais, c'est réfléchir à ce qu'on fait en termes de ses conséquences sur notre environnement en général. Je crois que c'est déjà un premier pas important qu'on peut faire. Pour atténuer ce réchauffement climatique, il faudrait juste, alors je mets de gros guillemets, mais il faudrait juste limiter l'extraction et l'utilisation des énergies fossiles ? C'est une condition nécessaire puisque, disons, on parle de zéro CO2 à horizon 2050. Mais donc, oui, il faudrait effectivement complètement aller vers une énergie n'utilisant pas de combustibles fossiles. On peut aussi utiliser des combustibles fossiles pour d'autres aspects, par exemple en chimie, mais en tout cas le limiter. Mais aussi, il faut être très attentif aux autres gaz à effet de serre, par exemple le méthane, le protoxyde d'azote, dont une partie est liée à l'agriculture, à notre alimentation, et on se voit la difficulté dans un monde qui va vers 10 milliards d'habitants, ou peu ou prou en 2050, c'est un regard sur toute notre vie et le fonctionnement de nos sociétés, bien sûr. Au départ, ce sont les scientifiques qui ont alerté les responsables politiques de l'urgence climatique. Est-ce que faire de la recherche sur le climat, c'est aussi un moyen d'action ? Oui, enfin, je pense justement, ça fait partie des moyens d'action qui peuvent contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique. Je crois collectivement qu'on peut être fier des messages délivrés par notre communauté scientifique. On voit bien que, alors, dans les textes, effectivement, les décideurs politiques, la Convention climat, l'accord de Paris, s'appuient sur les conclusions des scientifiques. Dans la réalité, malheureusement, il y a un fossé entre les objectifs affichés et la réalité. Mais est-ce que les sciences du climat ont suffi pour permettre une prise de conscience collective ? Non. Bien sûr que non. Disons, les sciences du climat sont une partie. Je le redis, c'est aussi les sciences de l'environnement en général, mais il faut aussi, la communication est importante. Et je crois que, par exemple, les médias jouent un rôle très important. Et quelquefois, on a vu, il y a eu... en France, pendant une vingtaine d'années, un mouvement climato-sceptique qui a été largement relayé dans les médias. Et on peut se poser des questions. Voilà, mais c'est ainsi. Être sceptique n'est pas en soi, un problème. C'est qu'à un moment, il n'y a plus d'arguments, il faut quand même accepter la réalité. C'est ça que je veux dire. Donc, mais la communication est très importante. Et tout simplement, moi, disons que j'ai eu la chance, à travers ces résultats de Vostok, d'être associé à cette découverte du lien entre effet de serre et climat dans le passé. On a eu collectivement très rapidement une visibilité médiatique et aussi la découverte des variations climatiques rapides au début des années 90 qui a fait que les décideurs politiques se sont intéressés au message de notre communauté. Les sciences du climat continuent d'avancer, c'est l'objectif de l'expédition Juste 2 degrés. Dans chaque épisode de Dès demain, nous prendrons le large pour suivre ce terrain d'études mené par un groupe d'étudiants-chercheurs de l'École normale supérieure, partis en voilier jusqu'en Antarctique. Bonjour, je m'appelle Nils, j'ai 24 ans. J'étudie le climat. Pour cela, je vais comparer des données issues du terrain avec des sorties de modèles climatiques pour mieux comprendre le processus climatique. Sur le terrain, j'étudie un phénomène météorologique qu'on appelle une rivière atmosphérique. Il s'agit d'une arrivée d'air humide au niveau de l'Antarctique qui va générer à la fois des précipitations neigeuses s'il fait froid ou pluvieuses s'il fait un peu plus chaud, mais également de la fonte de la neige de surface. Mon objectif, c'est de comprendre un petit peu mieux comment ce processus fonctionne, comment il se crée et où il se crée. Donc concrètement, sur le terrain, lorsqu'on aura une précipitation neigeuse ou pluvieuse, je vais sortir avec des collecteurs pour récupérer la neige ou l'eau qui tombe. Ensuite, je vais la stocker dans des petits flacons que je vais sceller et que j'étudierai en laboratoire lorsque je serai rentré d'Antarctique. Je pense qu'un des moments qui m'a le plus marqué pendant cette expédition, c'est la première vision que j'ai eue de l'Antarctique. C'est un immense glacier, celui qui recouvre l'île du Roi-Georges, qui est juste gigantesque en fait. Un immense dôme de glace qui se découpe à travers la brume.
et qui paraît juste indestructible en fait. Et à ce moment-là, tu te demandes comment l'homme peut avoir un effet sur des glaciers aussi gigantesques. Le lendemain, on a pu descendre pour la première fois sur le terrain et en découvrant l'écosystème des îles avec les manchots et la biodiversité, en fait, on réalise que c'est un écosystème qui est également un peu fragile. Donc là, on entend une jeune génération de chercheurs qui est prête à l'action. C'est une question que nous poserons à chacun de nos invités. Pour vous, Jean Jouzel, quels sont les terrains de recherche qui vous semblent prioritaires aujourd'hui ? Des terrains de recherche prioritaires sont, par exemple, c'est d'aller répondre aux souhaits des décideurs politiques d'avoir, par exemple, des projections plus régionales. Parce qu'un des problèmes qui se posent à nous et sur lesquels nous sommes assez faibles, c'est qu'il va falloir s'adapter au réchauffement climatique. Et bien sûr, il faut tout faire pour l'atténuer. Il faut vraiment je souhaiterais qu'il soit limité à 1,5 degré, mais on sait que ça sera très difficile. Donc, le risque que vous connaissiez un climat, disons, dans la seconde partie de ce siècle, au-delà de 2 degrés, n'est pas négligeable, hein. Donc, il faut aussi penser à l'adaptation. En tout état de cause, on aura probablement pas loin d'1 degré supplémentaire en France d'ici 2050-2060. Donc, l'adaptation demande, par exemple, des modélisations régionales. On ne sait pas non plus sur les extrêmes climatiques beaucoup de choses. Par exemple, on ne sait pas si le rythme des phénomènes El Niño, qui marque le rythme des variations climatiques, sera modifié. On ne sait pas vraiment, disons, dans un climat plus chaud. Donc, sur les conséquences du réchauffement climatique, il y a aussi beaucoup à faire sur les solutions. Donc, c'est une recherche qui doit se poursuivre sur on apprend toujours beaucoup de choses également des climats du passé. On apprend beaucoup. Ce qui nous a fait progresser énormément, par exemple, depuis une vingtaine d'années, ce sont les données satellitaires. Donc, l'observation, il faut mener de front observation, modélisation, compréhension des phénomènes, projection, et c'est toujours ces démarches qui sont celles de beaucoup de sciences qui nous animent collectivement. Donc, c'est un travail interdisciplinaire, qui fait appel à beaucoup de disciplines. Et puis, bien regarder le lien entre changement climatique et tout ce qui nous entoure, tous les autres problèmes environnementaux. Cette transition écologique dont on parle, elle est aussi sociétale, elle est aussi culturelle, elle est économique. Donc, ça va complètement irriguer le développement de nos sociétés au cours des prochaines décennies, que l'on s'en préoccupe ou que l'on ne s'en préoccupe pas. C'est ça le problème. Pour finir, qu'auriez-vous envie de dire ou de transmettre à la jeune génération de chercheurs ou aux jeunes qui souhaitent s'engager vers un métier de chercheur? Donc faites-le. D'abord, la recherche est passionnante. Moi, j'ai vécu cela de façon passionnante. C'est extrêmement intéressant d'être chercheur sur ces disciplines très larges, avec, je le pense franchement, un esprit d'ouverture, non pas simplement vers le climat, mais vers tout ce qui concerne. C'est tellement ce lien entre climat, problèmes sociétaux qui m'a passionné tout le temps. Et donc, moi, je vous y engage, c'est-à-dire qu'on peut s'intéresser à ces problèmes, que vous soyez biologiste, dans les géosciences, que l'on soit même philosophe, sociologue, économiste, spécialiste de l'agriculture ou bien aussi des développements technologiques. Là aussi, il n'y a pas de discipline. Les historiens peuvent aussi s'y intéresser, les juristes. Donc, quel que soit votre choix, effectivement, quelle que soit votre filière, vous pouvez et vous devez vous intéresser à ces problèmes de réchauffement climatique. C'est un peu ça mon message. Donc, c'est pas simplement faire de la recherche sur le climat, mais disons que c'est l'environnement au sens large. Tous ces rapports climat, évolution de nos sociétés sont très passionnants. Merci Jean Jouzel d'avoir inauguré cette série de podcasts. Avec Inès Blache et Maë Robin, on vous donne rendez-vous pour le prochain épisode de Dès demain. Nous parlerons de l'effondrement de la biodiversité et de ses écosystèmes à protéger. Merci beaucoup. Merci. Dès demain est un podcast proposé par l'École normale supérieure PSL, produit par Bababam. Il est écrit et présenté par Natacha Triou, accompagné d'Inès Delpech, Emma Doury, Blache Istenich-Ourl et Robin Weissmann-Farbos, 4 étudiants de l'ENS PSL.